On ouvre la première partie de ce 21-23, évidemment consacré à ce terrain explosif du Mercosur. Je vous le disais, l'accord devrait avoir son feu vert de l'Europe demain et être signé en début de semaine prochaine. La France, par la voix d'Emmanuel Macron, a annoncé qu'elle voterait contre. Oui, mais la France est isolée et ça ne suffira pas à éviter une signature de cet accord. On va aller plus loin, on va en parler avec tous nos invités sur ce plateau. Quels seront les gagnants? Quels seront les perdants? Pourquoi les agriculteurs européens manifestent moins que les Français? On va justement en parler avec vous, Julien Capdeville. Bonsoir. Vous êtes agriculteur maraîcher en Lot-et-Garonne, membre de la coordination rurale, élu à la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne. Vous êtes venu manifester à Paris, pas en tracteur, vous nous avez dit, mais voilà, vous êtes venu et vous allez nous raconter justement votre colère là-dessus. Elvire Fabry, bonsoir. Directrice du programme de commerce et de sécurité économique à l'Institut Jacques Delors. Et puis Paul Turban, bonsoir, journaliste aux Échos en charge de l'agriculture et du secteur agroalimentaire. Les Échos avec qui nous sommes en partenariat sur cette émission. Alors, on va tout de suite retourner sur le terrain de la contestation à laquelle vous avez participé, Julien. Regardez d'abord ce reportage de Michel Perrier et on en parle juste après. C'est officiel, la France ne signera pas le Mercosur. Ce soir, devant l'Arc de Triomphe, les agriculteurs accueillent la nouvelle avec prudence. C'est un bon signal, bien sûr, mais je crains que l'accord en lui-même sera adopté. Après, il n'y a pas que le Mercosur, il y a plein d'autres choses aussi. Mais la détermination des agriculteurs reste intacte. Pensez que des gens qui sont partis depuis 10 jours ont flanché et qui ont fait face à des courses en permanence avec les CRS derrière, qui sont rentrés jusque dans Paris. Vous pensez que ces gens-là ont flanché? Ils n'ont pas flanché. C'est remarquable ce qu'ils ont fait, remarquable. Le refus de la France de signer le traité est l'épilogue d'une journée mouvementée. Venue de tous les départements, l'objectif est atteint, accéder à l'Assemblée nationale. La présidente Yaël Braun-Pivet vient à la rencontre des agriculteurs qui demandent sa démission. Elle tente de nouer le dialogue. Montrez que vous avez du pouvoir. Nous, on compte sur vous, madame. L'Assemblée nationale, elle s'exprime très clairement. Mais vous savez que c'est culture. La discussion a tourné court. La présidente a été chahutée. Devant l'Assemblée, les agriculteurs sont déterminés. Là, on voudrait des actes. Parce que des promesses, ça commence à bien faire. Il y a 2 ans, on a manifesté. On nous avait promis des trucs. On travaille 70-80 heures par semaine. Donc en fait, le SMIC, on n'y compte pas. Mais donc on tire quasiment pas de revenus. On ne tire pas un SMIC. Ce soir, les agriculteurs sont toujours présents dans Paris. Le gouvernement devrait annoncer demain d'autres mesures pour tenter d'apaiser leur colère. Julien Capdeville, vous étiez donc dans ces cortèges, dans ces manifestations. Ce soir, vous tirez quel bilan? Le président de la République a dit que la France votera contre l'accord. Est-ce suffisant pour vous? Emmanuel Macron ne peut pas aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas suffisant dans la mesure où les dés sont jetés. Le poids de la France n'y comptera pas. Enfin, ce n'est pas satisfaisant pour l'ensemble de la profession française. On n'est pas satisfait de ce qui s'est passé, de la façon dont ça a été conduit. Ça a manqué de transparence, on n'a pas de réponse et on sera livré à nous-mêmes sans protection par rapport à cet accord. Elvire Fabry, on comprend, on en a souvent parlé sur ce plateau, cet accord, il déchaîne les passions. Pourquoi? On va l'expliquer durant cette heure, mais c'est un accord éruptif pour nos agriculteurs, peut-être pas tous nos agriculteurs. Déjà, ce n'est pas l'agriculture dans son ensemble, parce que la Chine vient d'imposer des droits de douane de plus de 42% sur tous les produits laitiers qu'elle importe venant de l'Union européenne. Comment on va faire toute cette filière laitière qui dépend à 40% de sa production pour les exportations, de ses exportations? Vous voulez nous dire qu'il y a des dossiers encore plus brûlants et beaucoup plus problématiques? C'est-à-dire la question de la diversification de nos destinations d'exportation, voire de nos approvisionnements, est centrale aujourd'hui. Et on voit bien que même semaine après semaine et jour après jour, elle est encore plus pressante. Et qu'on a des filières comme la filière laitière, comme la filière des vins et des spiritueux qui ont absolument besoin de cet accord. Donc non seulement ça n'est pas
une opposition unanime de l'agriculture. Alors certaines de ces filières sont plus discrètes que d'autres, mais c'est aussi, je dirais qu'aujourd'hui, on a une sorte d'amalgame des revendications liées à l'épidémie, à la difficulté aux pertes de L'épidémie, compétitivité. tous les abattages de troupeaux qu'on a vus notamment ces dernières semaines. Voilà, concernant la filière bovine, les problèmes de compétitivité auxquels sont confrontés les agriculteurs français parce qu'ils perdent des parts de marché par rapport même à leurs voisins européens, et puis la question du Mercosur. Mais il faut dissocier ces différents dossiers. Évidemment qu'il y a un enjeu central qui est la difficulté de certaines filières, et la question du revenu, et ça, elle est majeure. Mais justement, on ferait mieux de s'attaquer à la question de la stratégie française pour notre politique agricole dans les années qui viennent, que de simplement concentrer tous ces différents problèmes. Et le Mercosur, ça n'est pas le sujet, ça n'est pas le problème. Regardons le bilan des précédents. Est-ce que vous voulez dire par là, et puis tout le monde pourra débattre, mais que le Mercosur, finalement, c'est un peu l'épouvantail ou C'est devenu un dossier emblématique. Le creuset de toutes les colères, alors qu'il faut dépasser le Mercosur. Oui, parce qu'il y a une échéance là. Il y a un vote qui va avoir lieu demain, donc ça fait monter la tension. Et parce que c'est un dossier qui est devenu emblématique, parce qu'en effet, ça fait plus de 25 ans qu'on le négocie, mais d'abord parce qu'on avait affaire à des partenaires sud-américains qui étaient très fermés, très protectionnistes, et que là, on arrive à faire une percée, on arrive à ouvrir ces marchés. Donc ça a été difficile. Ça a été difficile aussi parce que la Commission européenne n'a pas cédé à un accès au marché européen très large, c'est petit, c'est très limité, c'est très encadré. Donc ça a été difficile de se mettre d'accord. Donc là, on a une sorte de concentration de toute l'attention sur ce dossier. Et en fait, paradoxalement, on reste très en surface sur les enjeux de cet accord, alors qu'il faudrait rentrer dedans, regarder, mettre des chiffres. Et on voit que les craintes sont complètement, ont été complètement exagérées, comme ça avait été le cas avec l'accord avec le Canada. Il y a des vraies craintes pour certains agriculteurs, mais pour d'autres... Il y a des difficultés. Il y a des difficultés qui sont réelles et qu'il faut adresser. Et il faut avoir une stratégie pour les années qui viennent. Et on a besoin de soutenir davantage notre agriculture. Mais on a besoin de ces exportations. L'agriculture française a été une agriculture très exportatrice. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elle perd des marchés par rapport à... que ce soit aux Allemands, aux Polonais, aux Irlandais, aux Italiens? C'est ça qu'il faut comprendre. Et de toute façon, je dirais qu'il faut qu'on ait une stratégie de long terme pour notre agriculture. Nos agriculteurs veulent pouvoir vivre de leur exploitation et pas simplement être complètement dépendants de subventions et de protection. On va développer tout ça. Juste, Paul Turban, juste pour rappeler à nos téléspectateurs ce qui va se jouer demain et puis lundi. Donc, Emmanuel Macron a dit la France votera contre. Je lisais, il y a l'Irlande, la Pologne et la Hongrie qui sont un peu sur la même ligne que la France. Ça fait 4 pays sur 27 et ce sera adopté à une majorité qualifiée. Il y a 23 autres pays qui diront oui. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, c'est à peu près ça. En plus, il faut 65% de la population européenne, je crois. Donc, c'est pour ça que le blocage de l'Italie en décembre a permis de décaler d'1 mois la signature. Mais là, l'Italie, qui est un des grands pays européens avec la France et l'Allemagne ayant basculé, pour le coup, dans le camp des pour, comme l'Allemagne, oui, les dés sont jetés. Et demain, la réunion des ambassadeurs va sûrement donner le feu vert à Ursula von der Leyen pour aller voter l'accord. Et l'accord sera voté dans les jours à venir. On a entendu un certain nombre de responsables du gouvernement qu'on a senti un petit peu gênés, essayant de manier la chèvre et le chou, dire « oui, mais tout ne sera pas fini, on pourra peut-être bloquer ». Est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'une fois que cet accord sera, demain c'est le feu vert, et une fois qu'il sera signé, est-ce que c'est crédible de revenir dessus? Ou est-ce que ça y est, ce sera fait? Il y a quand même un vote au Parlement européen le 19 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, je crois que c'est entre le 19 et le 21, puisque il siège sur plusieurs jours. Donc, il faut quand même un feu vert du Parlement européen, qui n'est pas acquis, à ce que je sais. Si majorité il y a, ce sera une majorité assez faible. Surtout que la COPA-COGECA, donc, qui est l'équivalent européen, qui est la Confédération européenne des FNSEA de tous les pays d'Europe, prévoit une nouvelle manifestation le 20 janvier à Strasbourg. Et voilà, et les eurodéputés, typiquement, la France a quand même 80 eurodéputés et on peut s'attendre à ce que les 80 eurodéputés, au mieux s'abstiennent, plutôt votent tous contre. Donc il y a beaucoup d'autres pays où
où les pas opinions publiques et les politiques ne sont pas unanimes. C'est pas encore joué. Donc, ce n'est pas complètement joué. Après, il me semble qu'il y a une opportunité juridique pour que la Commission européenne puisse s'affranchir du vote du Parlement européen. Mais là, j'avoue qu'on dépasse mes compétences. Bon, on posera la question tout à l'heure, notamment à notre correspondante à Bruxelles. On va continuer le débat, mais pour éclairer nos téléspectateurs qui nous regardent, on va aller un petit peu sur les chiffres. Vous retrouvez Tiffaine Le Riche, parce que Tiffaine, vous avez travaillé toute la journée sur ce fameux accord, sur ce Mercosur. Déjà, pour comprendre de quoi on parle, que représente le Mercosur exactement ? Eh bien, le Mercosur, c'est 4 pays, le Brésil, le Paraguay, l'Argentine et l'Uruguay. C'est un marché important, c'est la 6e économie mondiale, 270 millions d'habitants. Et à l'heure où les échanges commerciaux s'avèrent plus compliqués, notamment avec les États-Unis, l'Union européenne aimerait avoir accès plus facilement à ce marché en levant les barrières commerciales, le tout étant de supprimer les droits de douane ou encore de simplifier les normes et réglementations. Et c'est tout l'enjeu de ce fameux traité adopté en septembre dernier par Bruxelles qui doit encore être ratifié par les pays membres. À noter également qu'à eux deux, l'Union européenne et le Mercosur représentent pas moins de 700 millions de consommateurs. Alors, la grande question, Tiffaine, quels sont les perdants et les gagnants ? Les gagnants, il y en a beaucoup, mais on va commencer par les perdants. Oui, côté perdants, on en a beaucoup parlé. D'abord, chez les agriculteurs, ce sont notamment les éleveurs de bovins et de volailles, les producteurs de maïs ou encore les producteurs de betteraves, notamment en fait à cause de la concurrence jugée déloyale en Amérique du Sud. Mais cette concurrence, elle doit être relativisée. Prenez notamment l'exemple de la viande bovine. Eh bien, la réduction des droits de douane pour ces produits sera limitée dans la limite de 99 000 tonnes de produits importés vers l'Union européenne par an. C'est en vérité très peu. Cela représente seulement 1,6% de la production totale de l'Union européenne. Ah oui, on voit que c'est vraiment très peu. C'est vraiment très peu. Et puis, même dans le secteur agricole, il y a des gagnants. C'est notamment le cas des viticulteurs, les producteurs de champagne et de cognac. Actuellement, leurs produits sont taxés à hauteur de 35% en Amérique du Sud. Eh bien, ils ne seraient plus du tout avec la signature de cet accord. Et puis, d'autres secteurs seraient gagnants. C'est notamment le cas du secteur automobile, de l'aéronautique, de l'industrie du luxe ou du secteur de la chimie. Pourquoi ? Parce que ce sont des secteurs où nous exportons beaucoup plus que nous n'importons. Et donc forcément, avec la suppression des droits de douane, c'est intéressant pour ces secteurs. Quelques chiffres pour comprendre. Prenez le secteur de l'agriculture. Cela représente seulement 2,9% des produits français exportés vers le Mercosur. On est très loin des 20% du secteur de la chimie ou encore des 15% du secteur de l'aéronautique. Eh bien, merci beaucoup, Tiffaine, pour ces chiffres éclairants qui vont nous permettre d'alimenter le débat avec nos invités. Quand on vient de voir ces chiffres-là, j'ai envie de vous poser une question un petit peu brutale à tous les trois. Est-ce que, c'est pas d'une certaine manière, il faut en sacrifier quelques-uns ? Et vous êtes agriculteur, vous êtes exploitant de choux, je crois, c'est ça. Est-ce qu'il ne faut pas sacrifier quelques agriculteurs ? J'allais dire tant pis pour eux, mais on donne gagnant l'aéronautique, le luxe, les vins, les spiritueux. Voilà, c'est brutal. Est-ce que c'est ça la raison ? Non, il s'agit de sacrifier personne. Et c'est pour ça que dans un accord comme celui-là, il y a non seulement la question des contingents tarifaires, c'est-à-dire qu'on limite, encore une fois, le volume de marchandises, de biens agricoles sur lesquels s'appliquent ces baisses de droits de douane, qu'il y a des clauses de sauvegarde pour surveiller qu'il n'y ait pas de perturbation du marché et sinon qui permettent de réappliquer ces droits de douane, et puis qu'il y a une enveloppe qui est supplémentaire qui avait été prévue déjà initiale de 6 milliards d'euros pour aider éventuellement les filières en difficulté, et que là, la Commission européenne vient encore de garantir un déblocage anticipé d'une partie des prochaines aides de la politique agricole commune. C'est-à-dire que beaucoup d'attention est prêtée à ces filières les plus défensives. Mais il est évident que, de manière générale, dans un accord comme celui-là, qui concerne l'agriculture, l'industrie, les services également, et encore bien d'autres enjeux, toutes les filières ne sont pas bénéficiaires de la même façon, ni d'ailleurs les pays. C'est inhérent à un accord, il y a des concessions. Oui, parce qu'il y a même des différences entre les pays, il y a des différences entre des régions, il y a des différences, c'est réparti. Donc à la fois, il faut avoir une vue d'ensemble sur l'Union européenne et en même temps prendre des précautions pour
les filières les plus vulnérables. Et dans ces concessions, justement, Julien, est-ce que vous avez l'impression d'être sacrifié ou est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Elvire ? Le sacrifice est impossible. La pyramide des âges des producteurs, déjà, ne nous favorise pas. Mais en plus, quand on veut développer l'élevage, les contraintes réglementaires ne nous aident pas non plus. Donc, on ne peut pas sacrifier le peu qui reste, d'autant que l'élevage, au-delà d'avoir l'acte de production de nourriture, a aussi des aménités pour l'environnement. On veut de vastes prairies, on veut de beaux paysages. Si on enlève les bovins, demain, qui va entretenir le paysage ? Les vaches, les animaux font partie du paysage, donc on ne peut pas le sacrifier aujourd'hui. Il en va de notre souveraineté alimentaire aussi. Un pays qui perd sa production, il s'affaiblit. Alors là, il ne s'agit pas de perdre la production. On a vu là dans les chiffres, par exemple sur les bovins dont vous parliez, 1,6%. On peut dire que c'est pas. Oui, mais on recule surtout. On recule sur toutes les productions. D'accord, mais on recule sur toutes les productions. On est en déproduction totale dans toutes les filières. Pourquoi aujourd'hui on doit encore sacrifier des choses ? Non, réarmons-nous, réinvestissons dans l'agriculture, renforçons-nous, soyons plus forts, mettons des contrôles sur les produits qui rentrent, favorisons dans les assiettes de nos enfants, dans les EHPAD, dans les collectivités de la viande française, pour produire en France de la richesse. Et si c'est pour favoriser d'autres débouchés, vous avez des confrères, par exemple, dans les vins, des exploitants, eux, ils sont très contents. Et ils vont, et ça va faire fructifier l'agriculture française et l'économie française. Mais pourquoi on est faible en négociation ? On doit être fort. On a gagné beaucoup de choses en négociation, là. Certes, mais on ne doit pas sacrifier l'agriculture. Hein. Non, stop. Paul Turban. Le sentiment du sacrifice chez les agriculteurs, je ne vais pas parler à la place des agriculteurs, mais le sentiment du sacrifice chez les agriculteurs, il est là. Je ne sais pas exactement comment a été négocié le Mercosur. J'imagine qu'on ne s'est pas dit on va sacrifier les agriculteurs à la chimie. Mais ce qui est sûr, c'est que sur tous les dossiers, et c'est là où le Mercosur est un peu un totem pour les agriculteurs, c'est que sur tous les dossiers, les agriculteurs ont l'impression d'être à chaque fois les sacrifiés. Donc sur le Mercosur, c'est eux les perdants. Il y a un problème, par exemple, de prédation avec le loup. On a voulu réintroduire le loup. Du coup, qui est-ce qui paye ? Les agriculteurs disent c'est encore nous qu'on a sacrifié avec le loup. Sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc la taxe carbone aux frontières, on a voulu faire ça pour protéger les industries européennes, mais les agriculteurs disent oui, mais nous on n'a pas de production d'engrais ou pas assez de production d'engrais. C'est pour lutter contre le changement climatique d'abord. Et le changement climatique. Et quand même, pour protéger l'industrie européenne, c'est quand même ça le sous-jacent qui est assez assumé en plus par l'Europe. Ils disent on n'a pas assez de production européenne d'engrais, donc nous ça va faire augmenter le prix de nos engrais, etc. etc. Donc en fait, il y a quand même un sentiment qui est partagé en plus par tous les syndicats agricoles et par tous les agriculteurs qu'on peut entendre que à chaque fois c'est eux les sacrifiés. Et je voudrais juste dire une toute petite chose sur la quantité. Par exemple, sur l'exemple de la viande, c'est intéressant. Parce que en fait, le Brésil exporte déjà beaucoup de viande aux États-Unis, en Chine. C'est de la viande hachée. Donc la viande hachée, c'est les bas morceaux. La crainte des agriculteurs, la crainte aussi des abatteurs, c'est que là, ce soit les bons morceaux qui rentrent en Europe, donc les morceaux les plus valorisés. On parle notamment de la bavette d'Aloyau, que les fins gourmets connaissent sans doute. Or, évidemment, si le prix de ces morceaux les plus nobles baisse, le prix de ce qu'on appelle le prix carcasse, donc le prix de la bête au total à la fin, baisse aussi. Donc forcément, ça fait perdre de la rentabilité et de la valeur pour les abatteurs et à la fin pour les agriculteurs. Alors, c'est ça la crainte. Justement, ce que vous venez de dire est important. On va vous emmener sur le terrain en Argentine. Il y a quelques mois, une de nos équipes pour Envoyé spécial avait été tournée justement en Argentine. Elle avait suivi des Aveyronnais, donc des Français, qui allaient en visite en Argentine et qui assistaient à la vente aux enchères du plus grand marché aux bestiaux d'Amérique latine. Et ils étaient effectivement impressionnés par les prix au kilo de cette viande bovine. Regardez un extrait d'Envoyé spécial et on en parle juste après. Les enchères commencent quand la cloche s'arrête. Allez pour le lot 46. Allez, le lot 46, va falloir mettre les billets. Ce jour-là, 9200 bêtes doivent être vendues en moins de 3 heures à des acheteurs du monde entier. Dans une matinée, j'en achète entre 20 et 30 broutards. Ça, c'est des lots de 5 ou 6 bêtes. Ça n'a rien à voir par rapport ici où ils achètent d'un coup 20 ou 30 bêtes, si c'est pas plus.
Non, c'est si l'autre que c'est, on ne peut pas mieux dire. Ce lot de 15 vaches va partir en moins de 20 secondes. 2,40 € le kilo là-bas, 2,50 €, 2,50 €. C'est bon. 2,60 €. Allez, 2,50 € le kilo. Gérard Gasque a repéré des vaches réformées de moins bonne qualité. Et là, les prix défient toute concurrence. Le lot qu'ils viennent de vendre, là, les blanches et noires, ça part pour la Chine et ils sont à 1,03 € du kilo vif. Vous vendez à la Chine, vous? Non, on n'a pas, mais 1,03 €, c'est donné, quoi. Pour les Aveyronnais, le constat pique un peu. On n'est pas compétitif. 1,30 € à 2,50 €, alors que nous, là, maintenant, on est à 4,50 €. Ah ouais, t'imagines un peu. Non, là, c'est pas possible de lutter. Ah, non, mais c'est sûr, de toute façon. Puis elle est bonne, leur viande, en plus. De toute façon. Julien Capdeville, je vous voyais réagir au reportage. Je l'ai vu, ce on ne peut pas lutter, 1,30 € le kilo de viande bovine. On a des charges, on a des normes, on a des coûts de production qui sont démesurés face à ça. Dans le reportage, il le montre très bien. Il montre le jeune, c'est des hectares à perte de vue, c'est limite à l'état sauvage que c'est produit. Tant mieux pour eux, mais nous, on a des territoires à entretenir, on a des territoires très spécifiques. En Lot-et-Garonne, rien que chez nous, il n'y a pas deux territoires qui se ressemblent. Et on a besoin pourtant, par exemple, des bovins pour ça, quoi. On a toute une industrie derrière, enfin, tous les transformateurs, les abatteurs, la main-d'œuvre, il y a de l'emploi. Donc si on délègue tout ça, et qu'est-ce qu'on fait après chez nous comme activité ? Aujourd'hui, on cherche de la croissance. Si on produit chez nous, on a de la croissance. Si ça on ne délègue pas tout, on rappelle 1,6% sur les bovins, mais je vous entends. Et pendant que vous répondez tous les deux, Elvire et Paul, on va voir des images pendant que vous parlez, cette fois-ci au Brésil, où on voit la taille. C'est un reportage de Simon Ricotier en novembre dernier. On voit la taille de ces exploitations en Amérique du Sud, avec un nombre de têtes absolument hallucinant dans ces gigantesques exploitations latines. Que répondre, Paul, à ce que vient de dire Julien ? Moi, je veux aussi mettre un complément, c'est qu'on importe déjà, l'Union européenne, 200 000 tonnes par an de viande du Mercosur, donc avec des droits de douane. Donc ça veut dire qu'elle est déjà très compétitive, y compris avec les droits de douane. Cette viande brésilienne, c'est bien la preuve qu'ils produisent beaucoup moins cher que nous. Donc le contingent dédouané porte sur 99 000 tonnes, c'est-à-dire à peu près la moitié de ce qu'on importe déjà. Ça veut dire que cette viande va être encore plus compétitive quand elle va entrer au Brésil. Donc, en fait, finalement, les Brésiliens, aujourd'hui, le Mercosur, aujourd'hui, n'a pas besoin d'enlever des droits de douane pour faire rentrer de la viande en Europe, ce qui est bien le signe, encore une fois, qu'elle est beaucoup moins chère que la viande européenne. Elvire. Là, ce qui serait intéressant de savoir si c'est une filière d'exploitation de viande aux hormones ou sans hormones. C'est une question décisive parce que... On va voir dans un extrait de reportage suivant que c'est tout le problème. Oui, mais c'est une question décisive parce qu'entre 2011 et 2019, les importations de viande bovine venant du Mercosur ont stagné. Elles ont fait x6 à destination de la Chine. C'est-à-dire que notamment le Brésil, mais l'Argentine aussi, s'est complètement tourné vers la demande chinoise. Et ils ne consomment pas en effet les mêmes morceaux. Et c'est une vraie question. C'est vrai pour le poulet aussi. Il y a eu une transformation complète de la consommation du poulet avec les filets plutôt que le poulet entier. Ça a un impact pour nous. Et l'avenir de l'agriculture française, comme d'ailleurs de l'agriculture italienne, espagnole, plus largement, il est dans une spécialisation sur de la qualité. Donc on a intérêt à consommer plutôt et à vendre dans l'Union européenne, notamment les morceaux d'aloyaux, et à exporter le reste, et peut-être à importer justement les morceaux qui sont moins chers. Julien ? Je voulais réagir parce qu'aujourd'hui, quand on veut monter un élevage, on est limité en nombre de têtes. Il y a des seuils réglementaires jusqu'à 150 unités bovins, vaches. C'est à peu près facile, mais quand on passe sur des fermes de 1000 vaches, c'est des levées de boucliers de partout. Donc au final, la question, c'est quel est le projet de société ? Donc si on doit exporter notre pollution ou notre industrialisation de l'agriculture, qu'on le ramène après, on est un peu schizophrène aussi. Donc qu'est-ce qu'on veut vraiment à la base ? On est hypocrite. Voilà.
où on se contredit. C'est-à-dire que vous avez raison, c'est une vraie question. C'est-à-dire la taille de nos exploitations, comment est-ce qu'on peut assurer un coût, un prix au kilo qui soit compétitif avec à la fois des limites sur la taille d'exploitation, une surnormalisation qui a lieu en France par rapport aux normes européennes. Enfin, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer aujourd'hui. Alors, juste pour finir sur la viande, allez-y Paul, si c'est sûr. Non, j'allais dire, c'est de là que vient le sentiment de sacrifice. C'est que vous avez un politique, et en partie soutenu par le citoyen, qui impose des normes, qui dit il nous faut une agriculture vertueuse. Emmanuel Macron, en 2017, a fait un grand discours sur l'agriculture au marché de Rungis. C'était la montée en gamme, on va faire des produits de qualité, les gens vont manger des produits de qualité, etc. Derrière, vous avez un consommateur qui est la même personne que le citoyen. On voit dans les études de marché qui, globalement, est quand même bien content de manger du poulet et de la viande et des fruits et légumes d'entrée de gamme. Donc en fait, on a créé une production haut de gamme, mais il n'y a pas forcément la demande. Et derrière, on a ce troisième acteur qui arrive, qui sont les accords de libre-échange, où on nous explique qu'on va importer de la viande qui, de fait, est moins disante parce que les normes ne sont pas exactement les mêmes, même sans rentrer dans les hormones, etc. Mais on voyait la taille des exploitations, c'est sans commune mesure avec ce qui se passe en Europe. Et donc forcément, les agriculteurs ne peuvent pas entendre ce discours. Sur la volaille, c'est intéressant. On manque de volaille. On importe la moitié des poulets qui sont mangés en France viennent de l'extérieur et on n'arrive pas à construire de poulailler en France. C'était ma question pour vous. J'ai lu qu'on importe plus de poulets d'Ukraine que ce qu'on importera de poulets peut-être avec le Mercosur. Pour le coup, les agriculteurs et les syndicats agricoles, quand vous les écoutez, sont un peu plus réservés sur l'Ukraine, parce qu'évidemment, l'Ukraine est en guerre, c'est une manière d'aider l'Ukraine. Donc il y a une autre dimension. Exactement, mais encore une fois, les syndicats en off nous expliquent qu'encore une fois, ils ont l'impression d'être les sacrifiés, parce que qu'est-ce qu'on a fait pour aider l'Ukraine, entre autres, on a enlevé des taxes sur les produits agricoles, et donc on a cette concurrence qui, il faut le dire, est déloyale, qui entre sur le marché commun et qui, effectivement, en termes de quantité, est sans commune mesure avec le Mercosur. Je reviens juste sur l'Ukraine. Le sacrifice, il a déjà été opéré. On a eu des bâtiments d'élevage poulaillers qui sont restés vides au début de la guerre. On a des gens chez nous qui avaient des emprunts, des crédits sur les bâtiments. Les bâtiments sont restés désespérément vides. Ça les a mis en très grande difficulté. Donc, au-delà du Mercosur, tous les accords de libre-échange, à chaque fois, on doit être de notre poche, on doit être sacrifié pour faire plaisir à d'autres secteurs d'activité. Vous voulez dire que là, le millefeuille, ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup. Et qu'on ne nous dise pas, c'est pour vendre des voitures, parce qu'on n'est même pas foutu chez nous de dire non aux voitures électriques chinoises et de les fabriquer chez nous. Donc, à un moment donné, on n'est même pas cohérent sur la politique générale économique et industrielle. Donc, où est le pilote dans l'avion ? Alors juste pour continuer le débat, vous l'avez soulevé tous les trois, la grande question, c'est celle des normes. Sans doute en Ukraine et a fortiori là peut-être au Mercosur, dans les pays du Mercosur, il n'y aura pas du tout les mêmes contrôles de qualité, sur que ce soit des pesticides, des hormones, sur l'élevage. Effectivement, regardez un extrait de reportage justement de Simon Ricotier quand il était au Brésil, qui va vous montrer que les contrôles, bien sûr, ne sont pas les mêmes au Brésil qu'en Europe, même s'il y a dans l'accord Europe-Mercosur normalement des choses écrites noir sur blanc, des garanties. On va voir que ça va être peut-être difficile à appliquer. Regardez. Ici, 300 employés découpent et emballent 4000 pièces de viande par jour. Pour espérer obtenir l'habilitation pour exporter en Europe, l'abattoir a dû se moderniser et mettre en place un système de traçabilité pour prouver l'origine de chaque animal. Vous avez la date d'abattage, le numéro de lot et le numéro de l'animal. Celui-ci, c'est le 356. Pour pouvoir être exportée, la viande doit provenir d'animaux exempts de toute contamination par des produits qui seraient interdits en Europe. Or, le Brésil en utilise. Beaucoup. Notamment certains pesticides pour protéger le soja qui nourrit les bêtes. Certains antibiotiques pour traiter les animaux ou favoriser leur croissance. À chaque étape de la chaîne de production, l'éleveur doit déclarer sur l'honneur s'il a utilisé ou non ces produits. Dans les faits, il est souvent impossible de le vérifier. Selon un audit de la Commission européenne en 2024, les exploitations d'élevage au Brésil ne sont pas légalement tenues de conserver des registres des traitements effectués sur les animaux et aucun contrôle n'est effectué concernant l'utilisation des médicaments vétérinaires. Suite à cet audit, le Brésil dit avoir renforcé ses contrôles.
En juin dernier pourtant, de la viande brésilienne importée en Allemagne présentait des traces d'ivermectine, un antiparasitaire, à un taux 4 fois supérieur au seuil autorisé. Un mois plus tôt, un abattoir brésilien non autorisé à exporter en Europe a tenté d'y introduire de la viande en la camouflant sous le nom d'un autre abattoir. Elvire, quand on voit ça, on comprend que les agriculteurs français, notamment dans les filières d'élevage, s'insurgent. Je dirais pas simplement, là c'est pas simplement un sujet pour les agriculteurs français, les agriculteurs européens, c'est le consommateur d'abord. Enfin, c'est nous tous, parce que la question du contrôle sur les importations, là aussi c'est un sujet structurel. Mercosur, pas Mercosur, tel accord, tout ce qu'on importe aujourd'hui, tout ce qu'on a dans nos assiettes aujourd'hui, encore plus que ce que l'on porte, mais aussi tout ce que nous achetons en permanence, doit être contrôlé de manière beaucoup plus effective. Ces contrôles, ils sont faits par les États membres aux frontières. Les moyens ont été renforcés et là, la Commission a décidé de créer une agence qui permet de centraliser et d'avoir une supervision d'ensemble, déjà pour avoir notamment pour les produits agricoles, pouvoir assurer un contrôle d'ensemble sur l'Union européenne et pouvoir intervenir rapidement. Il faut renforcer ces moyens, mais c'est au niveau des États membres qu'il faut renforcer les moyens. Et on fait des contrôles aléatoires. Évidemment, chaque produit ne peut pas être individuellement testé, contrôlé. Ces moyens doivent être augmentés. Tout ça, ça a un coût. C'est pas comme s'il y avait une paresse politique gouvernementale. C'est que c'est des questions d'arbitrage. Il faut plus de moyens pour l'agriculture, plus de soutien, mais assurer à avoir une stratégie plus compétitive. Mais c'est massif de faire des contrôles comme ça. Ça n'a rien à voir, mais j'ai l'impression d'avoir la même discussion que celle qu'on a souvent sur ce plateau sur le trafic de drogue, quand policiers, tous les services de l'État nous expliquent qu'on ne peut contrôler que grand max 5% des conteneurs. Donc, les colichines. Nous, on a proposé quelque chose. On a proposé un moratoire sur toutes les réglementations pour 10 ans pour favoriser le redémarrage des exploitations en France. L'argent qu'on économiserait sur les contrôles des exploitations françaises chez les agriculteurs, on le met pour contrôler ce qui est importé. Le budget, il est déjà là. Il y a juste à mettre les gens ailleurs pour faire le boulot. Qu'on fasse plus confiance aux agriculteurs français et moins à ceux qui arrivent... On est déjà au taquet. On est déjà plus vertueux que les autres. Maintenant qu'on mettrait les moyens de contrôle sur ceux qui rentrent, parce qu'ils ont les produits qu'on n'a pas, on les laisse rentrer et en plus on ne les contrôle pas suffisamment ou pas du tout. Donc nos contrôles qu'on a chez nous pour nos fermes, on les allège et on les met sur ceux qui rentrent. Et on verra ce qui se passera. Et puis, il faut peut-être éduquer un peu le consommateur européen un peu plus. C'est-à-dire que là, c'est une question de comportement, de civisme. Il faut savoir que ce que l'on achète est une incitation supplémentaire ou pas à importer des produits, ou au contraire... Oui, mais là encore, je fais beaucoup de comparaisons là, ce soir, mais vous parliez de Chine, parce que vous parliez des petits colis. On a eu le même débat sur Chine, c'est bien joli, mais le consommateur, il verra... un petit haut à 5 € plutôt qu'à 90 chez un fabricant français, il achètera 5 €, il verra une bavette d'aloyaux 3 fois moins chère. Oui, mais avec ça, on finance le système social français. On finance la sécurité, on finance l'éducation. C'est bien pour ça qu'il faut produire chez nous, parce que cette marge, ce résultat, cette croissance, elle n'est pas chez nous. Si on perd toute cette productivité, on se tiers-mondise et demain, on n'aura plus nos services qu'on est bien content d'avoir aujourd'hui. Paul. C'est exactement ce que je vous disais sur la montée en gamme tout à l'heure. C'est qu'on a expliqué qu'il fallait faire du poulet label rouge et du poulet bio et du poulet tout ce qu'on veut. Et en fait, finalement, on se rend compte que les gens, ce qu'ils veulent, c'est des nuggets ou du poulet, des défilés de poulet pas forcément de bonne qualité pour mettre dans leur sandwich le midi. Et donc aujourd'hui, on n'a plus les poulaillers qui permettent de répondre à cette demande qu'on appelle d'entrée de gamme dans des termes beaux, mais qui est en fait du poulet, je dirais, bas de gamme. Et la France a du mal à produire son poulet bas de gamme parce qu'on a dit on va produire du haut de gamme, mais en fait le consommateur en consomme un petit peu. Peut-être que mamie va acheter un poulet entier pour le faire rôtir le dimanche, mais en fait c'est plus du tout adapté à la consommation quotidienne des consommateurs français. Et donc, encore une fois, on a tous nos incohérences, mais bien sûr, il faut que le monde politique comprenne ça et il faut arriver à mettre en adéquation ce qu'on demande aux agriculteurs et ce que demandent les consommateurs. Donc, soit on contraint l'un, soit on contraint l'autre, mais on ne peut pas laisser le consommateur choisir ce qu'il veut, et notamment l'entrée de gamme ou la recherche du bas prix à tout prix, et imposer toujours plus de normes et de contraintes aux agriculteurs.
Pour revenir sur cette différence de réaction en Europe, sur le terrain, on aime toujours aller voir nos voisins européens. Là, a fortiori, ça va être un accord Europe-Amérique latine, Europe-Mercosur. On va prendre la direction de Bruxelles. On va aller retrouver notre correspondante Valérie Astruc. Valérie, on s'est demandé, et vous allez nous répondre, pourquoi les autres agriculteurs européens manifestaient moins que les Français. Est-ce que c'est parce que, on va dire qu'on a notre légendaire tradition gauloise de manifestation, ou est-ce que c'est parce que, eh bien, leur agriculture peut-être est moins puissante que la nôtre? Qu'est-ce qui explique cette différence, Valérie? Si Paris est au diapason des agriculteurs, c'est pour une raison très simple. La France est la première puissance agricole de l'Europe. Ce sont donc les éleveurs et les agriculteurs français qui ont le plus à perdre de l'accord avec le Mercosur. À cela s'ajoute la probable baisse du budget de la PAC et de ses aides aux revenus, dont la France est le principal bénéficiaire, ce qui alimente la colère paysanne en France et rend inaudible tout argument en faveur de ce traité. Et le président Macron a tellement martelé que cet accord était inacceptable en l'état qu'il n'a pas pu faire la pédagogie sur les filières gagnantes comme la viticulture ou l'aéronautique. On peut comparer avec l'Italie qui a un secteur agricole développé mais aussi un secteur industriel très puissant qui a besoin de l'accord avec le Mercosur pour pouvoir vendre plus de machines ou de voitures. Giorgia Meloni a réussi à satisfaire tout le monde en obtenant des concessions pour ses agriculteurs, tout en rassurant les entreprises qui veulent exporter. Quant à l'Allemagne, grande puissance exportatrice, la voix de ses agriculteurs n'a pas pesé grand-chose, car toute l'économie germanique militait pour ce traité avec le Mercosur. Paul, je vous voyais réagir. Est-ce qu'on peut dire, je sais que je caricature complètement, mais que pour une grande partie de l'Europe, cet accord est un bon accord pour l'Europe, mais dans son ensemble, parce qu'il y a des industries, notamment automobiles, et que dans certains pays, la France notamment, il va y avoir un peu de casse dans l'agriculture. Mais qu'au final, si on est vraiment très large, très macroéconomique, c'est un bon accord pour l'Europe. Quand vous regardez les pays qui vont voter contre à la fin, c'est exactement ça. La Pologne, grande puissance agricole, l'Irlande, grande puissance agricole, la France, grande puissance agricole. Voilà, on comprend que dans ces pays, le poids de l'agriculture a pesé. Et le cas de l'Italie est vraiment très, très intéressant de ce point de vue, parce qu'on a senti quand même l'hésitation de Meloni qui avait à la fois une agriculture puissante et à la fois une industrie puissante, et qui donc, elle, a dû faire un arbitrage. Et l'atermoiement du mois dernier... Oui, mais l'atermoiement du mois dernier où elle a dit on se donne un mois de plus, voilà, il fallait qu'elle donne des gages à ses agriculteurs. Vous vouliez dire que c'était une posture, une manière de faire tomber un peu la pression? Une posture, je ne sais pas, parce qu'elle a avantagé ses industriels plutôt que... Oui, mais on a eu ces derniers jours des annonces de la Commission européenne, notamment hier. On a parlé du déblocage anticipé de 45 milliards d'euros. Donc c'était 45 milliards d'euros qui étaient déjà programmés, mais qui devaient être débloqués à partir de 2030, qui seront finalement débloqués à partir de 2028. Voilà, il y a eu quelques avancées comme ça qui ont été obtenues en réunion des ministres de l'Agriculture hier. Et on peut imaginer que c'était une manière aussi de dire à l'Italie, c'est bon, on a entendu, vous êtes prêts à nous embêter, donc on vous donne quelques avancées sur d'autres dossiers, et maintenant on va pouvoir signer le Mercosur tranquillement. Elvire, une question, Elvire, avant que vous répondiez, Julien. Est-ce que pour la France, là je reviens vraiment à la France, vu qu'on a entendu que, certes, la France est une grande puissance agricole, mais il y a l'aéronautique, il y a le luxe, il y a les vins et spiritueux. Est-ce que pour la France, dans son ensemble, et ça fait des victimes chez certains agriculteurs, est-ce que pour la France, en tant que pays, cet accord est une bonne chose? Oui, cet accord est une bonne chose. L'accord que l'on avait signé avec le Canada, encore une fois, le CETA, et qui est entré en vigueur provisoirement depuis 2017. Donc on a quand même maintenant du recul pour voir son impact. C'est en France et en Italie qu'il y a le plus d'entreprises qui se sont tournées vers l'exportation grâce à cet accord. Donc ça veut dire que ce n'est pas simplement un accord qui bénéficiait aux grandes entreprises, notamment aux grands groupes industriels ou aux grands exploitants agricoles. Encore une fois, le bilan de cet accord, si on a quand même une très large majorité de l'Union européenne qui le soutient, ça devrait nous interpeller. Ça devrait nous interpeller face à une classe politique française qui unanimement s'est opposée et finalement a rejeté le débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une classe politique française qui a décidé d'elle-même de s'ostraciser
au sein de l'Union européenne et qui profite à certains partis politiques qui critiquent finalement une Union européenne qui avancerait toute seule, alors qu'on devrait se remettre Juste un petit peu en question, cause. parce que par rapport à ce que vous venez de dire, Paul, est-ce que vous pensez que la classe politique française qui a crié son indignation, il y a un petit peu de théâtre à la Mélanie et qu'au fond, elle a dit il faut qu'on donne des gages en criant à l'indignation pour nos agriculteurs, mais en fait, au fond, nous, on sait que globalement, pour la France, c'est plutôt profitable. D'abord, Mélanie, elle n'était pas contre. Elle est restée sur la barrière longtemps. Elle savait très bien que c'est elle qui serait l'arbitre. Et elle en a tiré parti, en effet, pour tirer des avantages supplémentaires, des garanties supplémentaires pour dans le prochain budget de l'Union européenne. De la même façon que pour les Polonais, le problème, c'est pas le Mercosur, c'est l'Ukraine. C'est le gros dossier ukrainien qui va venir, qu'il va falloir traiter dans les années qui viennent. Mais c'est pas le Mercosur en soi. En revanche, en France, oui, on a un bénéfice global à tirer de cet accord, et y compris pour la filière automobile. Parce qu'on a des constructeurs français qui sont déjà implantés au Brésil, Argentine depuis longtemps, mais nos fournisseurs, les petites entreprises qui, elles, sont très exposées à la transition vers les véhicules électriques, qui ne vont pas toutes pouvoir assurer une transition vers une nouvelle industrie, parce que c'est une nouvelle industrie, c'est de la chimie, du numérique sur roue. Elles ont besoin de pouvoir encore bénéficier de ces ventes et de ces exportations. Julien, comment vous recevez là ce qu'on dit sur... on en revient à ce qu'on disait au début. Globalement, pour la France, c'est bénéfique. Globalement, pour l'Europe, c'est bénéfique. Et j'avais envie de dire, malheureusement pour vous, on en revient, vous êtes un peu les sacrifiés. On est un peu les dindons de la farce. On est les dindons de la farce pour le bénéfice du plus grand nombre. On est les dindons de la farce parce qu'on n'a pas les mêmes règles du jeu que les copains européens. On veut travailler de manière plus vertueuse en France. Les Allemands n'ont pas les mêmes seuils réglementaires pour produire du poulet ou du bovin. Donc forcément, ils sont moins inquiets. On a voulu verdir davantage nos champs, on a voulu avoir plus de normes sanitaires, plus de réglementations contraintes, les zones vulnérables. Je me suis aperçu qu'en Hollande, par exemple, ils avaient des seuils d'épandage d'engrais organiques supérieurs à nous. Vous voyez d'ailleurs que le salaire des agriculteurs allemands, il est quasiment 2 fois le salaire moyen des agriculteurs français. Il y a peut-être d'autres raisons, mais... Voilà, mais ça contribue. On a des entraves de partout, c'est ce qu'on est venu dénoncer encore aujourd'hui. Si on avait tous les mêmes règles du jeu en Europe, on pourrait discuter, mais non, on est toujours affaibli, et je pense que nos négociateurs français ne sont pas suffisamment pertinents. Ils pourraient dire, comme ils ont fait en Italie, si on vous enlève d'un côté, on vous en rajoute de l'autre, toujours une contrepartie. Et là, c'est brut. Alors, il y a eu quelques contreparties, on peut en dire un mot. Je crois que l'enveloppe globale de la PAC a été augmentée de 45 milliards, je crois, donc il y a eu quand même des contreparties. Pour la France ? La 45 milliards, c'est pour l'Europe. La France, je crois, est la première bénéficiaire de la PAC. On reste le premier bénéficiaire. Oui, mais ça n'arrive pas chez nous. On perd. Chaque exploitation, tous les ans, avec la convergence des aides, a perdu des aides de la PAC. Ça n'arrivera pas chez nous, ces 45 milliards. Si, mais c'est ce qu'on disait. Ces 45 milliards étaient déjà programmés. En fait, ils sont avancés de 2 ans. Donc, il n'y a pas vraiment eu de gonflement de l'enveloppe. Et pour revenir sur le débat précédent, je pense quand même que c'est symptomatique de la faiblesse de la France. Oui. C'est-à-dire que le problème, finalement, c'est pas tant est-ce que la France a obtenu des contreparties ou pas, c'est est-ce que la France est capable de relever les défis qui se présentent, y compris avec la concurrence intra-européenne, comme on le disait. Et aujourd'hui, on voit bien que pour l'agriculture, mais aussi pour d'autres secteurs, la France n'arrive plus à être compétitive. Donc forcément, quand toute la classe politique s'émeut des accords de libre-échange, je pense que ce n'est pas une posture. C'est juste que peut-être que pour beaucoup de marchés, aujourd'hui, la France n'est pas capable d'affronter la concurrence internationale. Alors, juste une dernière question dans les 2 minutes qui nous restent là-dessus, qui élargit un petit peu le débat. Mais depuis le début de la semaine, vous le savez, vous vous en doutez, sur ce plateau, on débat énormément du nouvel ordre mondial. L'expression est un petit peu galvaudée, mais avec les bouleversements auxquels on assiste, notamment avec l'Amérique d'aujourd'hui, l'Amérique de Trump. Est-ce que, finalement, que l'Europe... alors que Donald Trump a dit c'est mon hémisphère, toutes les Amériques, y compris l'Amérique latine, on intervient au Venezuela, etc. Est-ce que le fait que l'Europe ait un gros ancrage en Amérique latine avec le Mercosur, avec cet accord, est-ce que c'est pas, dans le grand échiquier mondial, finalement un beau coup de l'Europe pour ne pas laisser tout le champ libre aux Américains? Cette dimension géopolitique, elle est essentielle. Géopolitique, géoéconomique.
C'est-à-dire que finalement, cet accord, on en sera, on sera bénéficiaire, mais ce n'est pas une révolution. C'est ni des craintes majeures. Enfin, il faut pas exagérer les craintes, et il ne faut pas non plus exagérer le bénéfice qu'on tirera d'un accord comme celui-là. Mais la dimension géopolitique est majeure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, envoyer le signal que l'on veut continuer à avoir des échanges encadrés avec des règles qui d'ailleurs ont un chapitre important pour limiter la déforestation, pour continuer à s'engager sur l'accord de Paris. Face à toutes les initiatives que prend Donald Trump, c'est décisif. Et puis à un moment où, en effet, on l'a vu avec le Venezuela et où il s'apprête quand même à intervenir de manière beaucoup plus unilatérale et sans règles, hors des clous de toutes les réglementations internationales, plus largement en Amérique latine, et voire dans d'autres régions, c'est majeur aujourd'hui de resserrer les rangs avec des pays avec lesquels on peut se mettre d'accord, encore une fois, sur ces engagements, et puis qui ne sont pas complètement à la merci de la Chine, parce que c'est la Chine qui investit beaucoup. Le mot de la fin, ouais, Paul, très rapidement, mais il faut aussi ne pas oublier qu'en fait, cet accord, il est négocié depuis 25 ans. Il y a quand même fort à parier que si les négociations commençaient aujourd'hui, on ne négocierait pas tout à fait de la même manière. Et je pense notamment sur l'agriculture, peut-être qu'on n'aurait pas négocié exactement les mêmes contingents sur les mêmes produits avec les mêmes clauses. Donc voilà, il y a le poids de l'histoire et comme a dit Emmanuel Macron, je cite, c'est un accord un peu passéiste. De fait, je pense que 25 ans plus tard, on n'aurait pas négocié cet accord tout à fait comme ça. En tout cas, merci à tous les trois. Je vous laisse avec la une de votre journal, Paul, la une des Échos avec qui nous sommes en partenariat. Eh bien, justement, Trump relance la course à l'armement. On en revient à ce grand échiquier. Et un beau tracteur mondial au pied de la Tour Eiffel. Et voilà, et un tracteur au pied de la Tour Eiffel. On en revient à notre débat de ce soir. Merci à tous les trois, 22h.